Salut. Bon alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que l'heure est grave. L'heure n'est pas à la gaudriole. Voilà, j'aimerais m'excuser auprès de l'œuvre magnifique qu'est JoJo's Bizarre Adventure, auprès de l'auteur lui-même, Araki, et auprès de toute la communauté JoJo, oui, et tous les fans, etc., qui sont quand même assez actifs. Alors pourquoi, me diriez-vous, voilà, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour vouloir m'excuser? Bah je vais vous le dire. Tout d'abord, replaçons-nous dans le contexte. Alors, JoJo, c'est une œuvre assez connue quand même, je veux dire. Et surtout, ils ont une communauté de fans ultra active, bien plus que d'autres shonen plus connus. Et voilà, et je connais beaucoup de gens fans inconditionnel de JoJo, auquel je fais partie maintenant. Effectivement, voilà, je suis rentré dans le cercle. Pas pour lâcher un freestyle, hein. Non, Fianso, je suis désolé. Je sais que tu me demandes, mais je peux pas, là. Donc, et le truc, c'est que souvent, les fans de JoJo te vantent JoJo comme une œuvre divine, tout simplement. Une œuvre tombée du ciel, j'ai envie de te dire. Une œuvre qui est apparue comme ça, entre deux montagnes enneigées, voilà, que des êtres humains ont pu découvrir, voilà, un truc comme ça, quoi, tu vois. Et ce qui fait que, avant même de commencer JoJo, avant même de regarder JoJo, j'étais ultra hypé, en fait, parce que tous les gens que je connaissais, ils me disaient, ouais, JoJo, c'est un truc de ouf, tu vois, t'es déjà dans le mood, ouais, JoJo, ça va être un truc de ouf. Du coup, j'ai regardé la saison 1 en étant ultra hypé, je m'attendais à un truc de ouf, et j'ai trouvé la saison 1 à chier, très clairement, c'était de la merde, ouais. C'était une souffrance. Parce que d'habitude, quand je regarde d'autres animés que j'aime pas, bah, au bout de 2-3 épisodes, je quitte. Je reste pas là. Sauf que là, bah, je me suis forcé à regarder les 9 premiers épisodes de la saison 1. Franchement, la saison 1, je comprends pas. Je veux dire, ça commence par un quiproquo foireux. Je veux dire, déjà, moi, de manière générale, je déteste les quiproquos. Que ce soit les quiproquos de type comique ou de type tragique, je supporte pas ça. En fait, je trouve c'est un procédé ultra frustrant. Mais pas de la bonne frustration. De la frustration, t'as envie de dire au personnage, mais t'es con. T'es con. Mais le pire, c'est quand le quiproquo est totalement foireux. Parce qu'encore, il y a des quiproquos qui sont bien amenés, qui sont bien expliqués, qui sont bien, tu vois. Mais il y en a, c'est n'importe quoi. Non, parce que le quiproquo, là, c'est quoi? Voilà, partie 1, Phantom Blood, la famille de Joestar, avec le père de Jonathan, là, qui fait un accident de calèche. Voilà, toute la famille est inconsciente, la mère est morte, et le père est inconscient. Et donc là, t'as un gros bâtard qui voit l'accident, qui voit le père Joestar inconscient, et qui décide de lui faire les poches. Voilà, de lui voler ses bijoux, c'est bien, son argent, je sais pas, voilà. Bon, déjà, on n'est pas sur le citoyen de l'année, très clairement. C'est pas ce que l'humanité a fait de mieux. Mais donc là, au moment où le gros bâtard lui fait les poches, bah le père Joestar se réveille, voilà, parce qu'il était dans le coma, et là il se réveille, et il pense que le gros bâtard qui essaie de lui faire les poches, bah il l'a sauvé en fait. Bon déjà, on est sur un gros con, je veux bien que tu sois dans le coma, mais à un moment donné, sois plus perspicace, quoi. Et donc là, il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je le ferai. Voilà, et c'est comme ça que Joe, Brando, est adopté par les Joestar quelques années plus tard. Donc là, déjà, j'ai failli quitter. Du coup, t'as une œuvre de plus de 30 ans, qui débute sur un quiproquo foireux. Voilà, et je me souviens plus des autres défauts que j'avais trouvés à cette partie 1, mais il y en avait beaucoup, tu vois, mais je m'en souviens plus, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais voilà, donc ce dont je me rappelle, c'est ce quiproquo, voilà, nul. Et franchement, à la fin de la saison 1, j'avais l'impression d'être dans un épisode de Scooby-Doo. Non, mais sérieusement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai cru que Scooby-Doo, il allait arriver, avec sa camionnette, là, qu'il allait enlever le masque de Joe, et qu'on allait s'apercevoir que, en fait, c'était le propriétaire du château, qui faisait ça pour faire fuir les touristes, quoi, un truc comme ça, parce qu'à un moment donné, j'y croyais pas, tu vois. Donc, la partie 1, j'ai pas aimé, et j'aime toujours pas. Sauf que là, on arrive à l'erreur que j'ai commise, et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour m'excuser, tu vois, tout est logique, tout s'emboîte parfaitement, j'ai envie de te dire. C'est que à l'époque, après cette saison 1 qui n'avait été que pure souffrance, eh bien, je n'avais pas continué. Là se trouve l'erreur. Voilà, j'avais fermé, j'avais dit c'est bon, JoJo c'est de la merde. Et j'étais devenu limite un hater, de JoJo, on va pas se mentir, hein. Je ratais pas l'occasion pour dire que je trouvais JoJo surcoté, etc., etc. Voilà, j'étais con. Effectivement. Sauf qu'à un moment donné, on évolue. On reste pas con toute notre vie. Enfin, pour certains, si. Je ne citerai pas de nom, bien évidemment. En fait, il y a quelque temps, voilà, j'ai réfléchi. Alors, de 1, je me disais que même les fans de JoJo considèrent la partie 1 comme la plus nulle. Et de 2, je veux dire, une œuvre qui est devenue aussi culte, qui dure depuis plus de 30 ans, qui comporte plus de 100 tomes, et qui a influencé tellement d'autres œuvres, ça peut pas être une œuvre nulle. Du coup, j'ai décidé de reprendre JoJo. Voilà, j'ai repris la partie 2 directement, c'est l'épisode 10, et ça a été une des meilleures décisions de ma vie. Oui, j'exagère, mais pas complètement. Parce que j'aurais pu passer à côté, voilà, d'une œuvre divine. Effectivement, voilà. Et ce qui est fou, c'est que dès l'épisode 1 de la partie 2, dès qu'on voit Joseph Joestar dans New York, en gros, dès ce moment-là, j'ai commencé à kiffer. Voilà, c'est ouf le contraste entre la partie 1 et la partie 2, tu vois, non mais sérieux, j'adore l'ambiance autour de JoJo. Ça, c'est grâce à l'animé, hein, qui a apporté un vrai coup de peps au manga. Ça, c'est une évidence certaine, oui, effectivement, inspecteur. Mais vraiment, je veux dire, les openings, les OST, la colorimétrie, les changements de couleurs que tu peux voir à certains moments, les onomatopées qui apparaissent comme ça, les lieux, etc., etc. JoJo, c'est une ambiance unique. C'est un truc qui te porte. Si je peux comparer avec une autre œuvre qui n'a rien à voir avec JoJo ou les mangas, même en fait, c'est Harry Potter.
Voilà, ça n'a rien à voir avec Jojo, mais je te parle vraiment de l'ambiance. Ce que j'adore dans Harry Potter, c'est l'ambiance. Et voilà, c'est Poudlard, la Gare 9 3/4, c'est toute l'ambiance. C'est un truc que je pourrais pas te décrire, en fait. C'est quand tu regardes Harry Potter, t'as l'impression d'être autre part, vraiment, d'être parti, tu vois. Bah, Jojo, c'est pareil, en fait. C'est dans ce délire-là. C'est que tu regardes Jojo, t'es ailleurs. T'es dans un délire, t'es dans un univers, t'es un truc spécial. Je peux pas te le dire, j'arrive pas à te le décrire, mais je sais pas, je sais pas si tu m'as compris, mais je me suis compris. Et surtout la partie 4, avec Josuke, là, dans sa petite ville. Là, c'est une ambiance fantastique. Je veux dire, là, avec le ciel orange, etc., etc. Tu sens tout. Non, parce que j'ai beaucoup aimé la partie 2, Battletown aussi, là, avec Joseph Joestar. Voilà, j'ai beaucoup aimé, mais tu vois, ça m'avait pas marqué. C'est vraiment à partir de la partie 3, Stardust Crusader, que là, j'ai vraiment commencé à ressentir de l'amour. On peut le dire, de l'amour. Mais alors, la partie 4 a définitivement fait rentrer Jojo dans mon top des meilleurs shonen de tous les temps, très clairement. Que si aujourd'hui tu me demandes quels sont mes shonen préférés, parmi les quelques noms que je te donnerai, il y aura forcément Jojo. C'est sûr et certain. C'est impossible de pas le mettre. Surtout qu'il me reste encore plein de parties, hein. Je veux dire, là, j'ai fini la partie 4, mais il me reste la partie 5, qui est en animé actuellement. Après, il y a la partie 6, la 7 et la 8. Voilà, il me reste tellement de choses à découvrir dans l'univers Jojo. La partie 5, qui selon beaucoup de personnes est meilleure que la partie 4. Ce qui fait que pour l'instant en tout cas, dans Jojo, chaque partie est meilleure que la précédente. Voilà, c'est vraiment de mieux en mieux. T'as la référence ou pas? Est-ce que t'as la référence? Like si t'as la référence. Voilà, c'est juste pour voir qui sont les vrais. Non, ce n'est pas une petite technique pour obtenir des likes, non, bien évidemment, je veux dire, je réfute vos accusations. Bon, forcément, ce qui a commencé à me marquer à partir de la partie 3, c'est l'apparition d'une idée de génie, les stands. Mais ce qui est encore plus génial, c'est que déjà que l'idée des stands est un concept sensationnel, j'ai envie de te dire. Araki a réussi à en faire un concept parmi les concepts, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Araki il a pris son curseur d'imagination et il l'a poussé à l'extrême. Il a fait du concept des stands une merveille absolue en poussant le délire au-delà des limites. Parce que les stands, c'est pas juste voilà des guerriers comme Star Platinum, etc. Un stand, ça peut être tout et n'importe quoi. Une voiture, un bateau, un soleil, une épée. Chaque stand a sa spécialité et ses pouvoirs uniques. T'en as qui se déplacent à travers les miroirs et la lumière. T'en as qui prennent la forme d'objets métalliques. T'en as qui rendent aimantés tous ceux qui le touchent. Voilà, t'en as qui t'attaquent dans tes rêves, etc., etc. Il y en a tellement et tellement. Je veux dire, les combats dans Jojo, c'est pas les combats ultra bourrins que tu retrouves dans plein d'autres shonen. Non. Loin de là, grossière erreur. Dans Jojo, c'est pas celui qui a le plus de force ou celui qui frappera le plus fort qui gagnera. On n'est pas dans ce délire-là. Non, dans Jojo, il faut d'abord localiser et identifier le stand ennemi et son détenteur. Parce que vraiment, un stand, ça peut être tout et n'importe quoi. Une poupée, une prise électrique, un soleil, c'est n'importe quoi. Tu vois, ce téléphone-là, ça se trouve, c'est un stand. Ces lunettes, ça se trouve, c'est un stand, j'en sais rien. Et donc, localiser son détenteur, parce qu'il y a des stands qui ont besoin que le détenteur se trouve assez proche. Il y en a où le détenteur peut être assez éloigné. Voilà, donc déjà ça. Ensuite, il faut découvrir le pouvoir du stand ennemi, tu vois. Dans Jojo, tu peux pas y aller en mode bourrin, genre Jotaro qui décide d'activer Star Platinum, allez, défonce-lui la gueule. Parce que si tu fais ça, t'es déjà mort. Non, il faut découvrir le pouvoir du stand ennemi pour ensuite trouver son point faible. Voilà, il faut servir du pouvoir du stand ennemi et on connaît toutes les caractéristiques pour pouvoir l'utiliser contre le stand lui-même. C'est ce qui donne des combats tellement prenants et surprenants et excellents. C'est des combats remplis d'idées, de retournements de situation. Absolument chaque combat est différent. Parce que tu prends par exemple la partie 3, Stardust Crusader là avec Jotaro. Le schéma narratif, il est assez répétitif. C'est-à-dire que tu suis le voyage de Jotaro et sa bande, voilà, Polnareff, Joseph, etc. en direction de l'Égypte pour affronter Dio. Et tous les 2 épisodes environ, t'as un nouveau manieur de stand qui travaille pour Joe, qui apparaît et qui veut affronter Jotaro et ses potes. Donc le schéma, il est assez répétitif, c'est-à-dire que tu bats un ennemi, ça dure 2 épisodes, t'as un nouveau qui revient, tu le bats, t'as un nouveau qui revient, tu le bats, et ça, ils avancent comme ça jusqu'en Égypte. Et donc, si le concept des stands n'avait pas été poussé à son maximum, franchement, j'aurais trouvé la partie 3 saoulante au bout d'un moment. Parce qu'à chaque fois, ça serait terminé avec Jotaro qui couche l'ennemi avec Star Platinum, et donc à un moment donné, ça aurait été vraiment lassant. Et c'est donc la diversité des stands qui a rendu le tout passionnant, effectivement, Jean-Marc. Et inattendu surtout, parce que les combats dans Jojo, au-delà de ne pas être juste bourrin, ça c'est une évidence, c'est pas juste des combats classiques. Un combat dans Jojo, tout comme les stands, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des parties de poker, des courses de voiture ou des parties de baseball dans un jeu vidéo, etc., etc. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Et bien évidemment que Araki arrive à rendre des parties de poker ou des parties de jeux vidéo sur du baseball aussi épiques, voire plus, que d'autres combats que tu trouves dans d'autres shonen assez classiques. Voilà, là j'ai beaucoup parlé, donc la vidéo risque d'être assez longue, hein, mais c'était vraiment important pour moi de m'expliquer et de m'excuser, voilà, auprès de l'œuvre fantastique qu'est Jojo, de m'excuser auprès de l'auteur de génie
qui est Araki, et de m'excuser auprès de tous les autres fans de Jojo, dont je fais partie actuellement, tu vois, donc forcément, en tout cas, si t'es resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, bah écoute, je te remercie, et donc, au final, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que Jojo, c'est une œuvre atypique, c'est une œuvre unique. Regarder Jojo, ou lire Jojo, c'est une vraie expérience unique et atypique, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la magnifique œuvre qu'est Jojo, voilà, et si t'as aimé cette vidéo, ou si t'adores Jojo, tout simplement, tu peux liker, tu peux commenter en me disant ce que t'as pensé de Jojo, c'est intéressant d'avoir d'autres avis, etc., et tu peux t'abonner, et bonne journée, et bonne nuit, ou adios.